Bonsoir la France, bonjour les Dômes, bienvenue dans ce club de lecture en collaboration avec les éditions Présence africaine. C'est vrai qu'il est important en ces temps de confinement de pouvoir échanger et de rester connecté. Et donc c'est une très belle initiative de la part de Présence africaine d'avoir organisé ce club de lecture. Et ça nous permet à nous autres auteurs de pouvoir mettre en lumière nos ouvrages. Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de se connecter. Ça fait plaisir. Merci d'être au rendez-vous. Ça me fait plaisir d'être avec vous. On va attendre un petit peu le temps que tout le monde soit au rendez-vous. Il y a la famille. Christy, bienvenue. Ça fait plaisir. Donc, je pense qu'on est assez nombreux et qu'on va pouvoir commencer. Donc, écoutez, bienvenue. Et ce soir, c'est l'occasion pour moi de vous parler de mon premier ouvrage qui s'appelle Black Dragon Junior. Normalement, le livre devrait s'afficher au-dessus de vos écrans. Et donc, je me présente. Je m'appelle Michael Nerja. Et mon roman a été publié aux éditions Présence africaine en juillet 2018. Voilà bientôt 2 ans maintenant. Et donc ce soir, je vais vous parler de ce roman dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je répondrai aux questions que vous avez sur ce même livre. Et puis la troisième partie de ce live, ce sera, on va dire, un moment freestyle, euh, un moment d'échange libre qui s'articulera autour de la littérature, plus particulièrement de l'écriture. Ainsi, je pourrais vous dire quel est mon rapport avec l'écriture. Également, je pourrais donner quelques conseils d'écriture, des bonnes pratiques pour ceux qui ont la velléité de devenir écrivain ou tout simplement pour ceux qui ont juste envie d'écrire pour leur pur plaisir. Voilà. Alors, Black Dragon Junior. Pour résumer de manière succincte, ce livre raconte l'histoire des successeurs des Black Dragons, c'est-à-dire les Black Dragon Junior, dont j'ai fait partie. Mais je pense que avant d'approfondir, il serait de bon ton de vous raconter l'histoire des Black Dragons, à savoir qui ils étaient et quel était leur combat. Et donc pour ça, je vous invite à remonter le temps avec moi et on va s'arrêter au début des années 80. Et il faut savoir qu'à cette époque, on assiste à une montée en flèche de l'extrême droite dans l'Hexagone et que dans le sillage du FN, des factions racistes se forment pour mener des agressions racistes contre les personnes de couleur. Alors, pour ceux qui n'étaient pas encore nés à cette époque et qui ne le savent peut-être pas, le FN, c'est l'ancien nom du Parti du Rassemblement national. Et donc, les victimes de ces agressions, elles allaient porter plainte au commissariat. Et malheureusement, pour eux, la police était vite débordée par ce phénomène de bandes qui se formait dans la capitale. Et autre chose, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se leurrer, ils ne se souciaient guère du sort des étrangers. Et donc les plaintes, elles étaient systématiquement classées sans suite. Et puis un jour, un jeune dénommé Yves Levent a décidé de sonner la révolte. Et pour faire face à cette menace, il a fondé les Black Dragons. Alors, il faut savoir que Yves Levent, il avait vécu de nombreuses années aux États-Unis et il avait un œil assez aiguisé sur la situation. Et donc, il a vu le contraste saisissant qu'il y avait entre les États-Unis et la France. C'est-à-dire, par exemple, aux États-Unis, je ne vais rien vous apprendre, vous savez que les Noirs, enfin que les Afro-Américains, se sont battus pour obtenir des droits, de la dignité et être considérés comme des citoyens à part entière. On l'a vu notamment dans la lutte pour les droits civiques, avec comme figure de proue Martin Luther King. Et puis en parallèle, il y a eu le combat de Malcolm X
contre la discrimination, le racisme également, puisque bon, tout le monde sait que c'était un fervent opposant à la vision pacifiste qu'avait Martin Luther King. Et puis, il y avait aussi le combat des Black Panthers. Le combat des Black Panthers, il consistait à quoi? En fait, ils demandaient juste d'avoir le droit à l'autodéfense pour lutter contre le racisme et les violences policières à l'égard des Noirs. Et là, la transition, elle est très, très intéressante, puisque Yves Levant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tout simplement inspiré du combat des Black Panthers pour fonder les Black Dragons. Et donc, à la violence opposée des skinheads, puisque j'ai oublié de le préciser, mais c'était l'ennemi avait un nom et c'était les skinheads. Et donc, face aux skinheads, à la violence aveugle des skinheads, eh bien, il a opposé l'autodéfense, comme les Black Panthers, la rigueur et la discipline des arts martiaux. Alors, les arts martiaux, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les Black Dragons, ils n'allaient pas combattre les skinheads avec la fleur au fusil. Et donc, chaque membre des Black Dragons était expert dans une discipline de combat. Alors, il y avait la boxe, le taekwondo, le karaté, le kung-fu, et j'en passe. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut également savoir que les Black Dragons n'étaient pas tout seuls pour mener ce combat contre cet ennemi commun qui était les skinheads. Il y avait d'autres groupes afro-parisiens qui s'étaient formés et les Black Dragons ont formé une coalition pour lutter contre cet ennemi commun. Et là, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les skinheads de chasseurs, ils sont devenus des proies. Et donc, comme l'unité fait la force, à la fin des années 80, la mouvance skinhead avait été éradiquée des rues de la capitale. Mais là où le bas blesse, c'est que, étant donné qu'il n'y avait plus de skinhead à combattre, chemin faisant, les Black Dragons se sont éloignés de leur cause originelle. On va dire qu'ils se sont tout simplement éloignés également de leur raison d'être. Et une guerre a éclaté entre les Black Dragons et ces mêmes bandes avec qui ils s'étaient unis pour lutter, pour combattre les skinheads, on va dire. Et ça, ce fut un vrai gâchis, et ce fut même un fratricide, puisqu'il faut savoir que la plupart de ces bandes afro-parisiennes, de ces bandes étaient afro-parisiennes. Et donc, ça a déclenché ce qu'on a appelé à l'époque la guerre des gangs. Et là où ça devient intéressant, c'est que les Black Dragons, ils sont passés du statut de bande anti-raciste afro-parisienne à gang afro-parisien, tout simplement. Mais il faut savoir que les Black Dragons, ils se sont rendus compte de leur erreur et au milieu des années 90, ils ont décidé de remettre les choses à plat et de revoir leur concept autour d'une vision afrocentriste visant à élever les consciences des générations futures. Ainsi, ils ont pu transmettre le flambeau à la jeune génération et ainsi naquirent les Black Dragons Junior. Et c'est cette histoire que je raconte dans mon livre. Alors, il faut savoir que c'est une histoire romancée. C'est un mélange de fiction et de réalité. Et donc voilà. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'ai décidé d'écrire ce roman. Pourquoi avoir choisi cette histoire, tout simplement. Longtemps, j'ai toujours voulu être écrivain. Et le problème, c'est que longtemps, j'ai réprimé cette envie, ce qui est assez paradoxal, il faut le dire. Et puis un jour, j'ai décidé de sauter le pas et de me lancer dans l'écriture. Mais le problème, c'est que je n'avais pas d'histoire à raconter. Donc j'écrivais une feuille, deux feuilles,
Et puis, je m'arrêtais, tout simplement parce que l'histoire ne m'emballait pas. Et je savais que pour écrire un bon livre, il fallait une bonne histoire. Et puis un jour, j'étais sur Facebook. Je vous raconte cette histoire, hein, cette anecdote. Un jour, j'étais sur Facebook. Et puis, je vois une notification avec une suggestion d'amis, en suggestion d'amis, Black Dragon Junior. Et là, ça a tout de suite fait tilt. Et je me suis dit, ça y est, là voilà mon histoire, je la tiens. Je vais raconter mon expérience au sein des Black Dragon Junior. Parce qu'il y avait tous les ingrédients pour faire un bon polar. Il y avait l'histoire de gang. Alors oui, gang, pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué, les Black Dragons, après la guerre des gangs, ils ont eu le dénominatif de gang. Et malgré le fait qu'ils aient tourné la page, parce que comme je vous ai expliqué, ils voulaient prôner des bonnes valeurs, transmettre un message positif à la génération suivante, malgré ce fait-là, ils n'ont jamais réussi à décoller cette étiquette de gang qu'ils avaient. Et donc, les Black Dragon Junior, par affiliation, c'était également un gang. Et donc, il y avait tous les ingrédients qui étaient nécessaires pour pouvoir écrire un roman qui puisse captiver le lecteur, achalander et captiver le lecteur. Donc, il y avait les gangs, la police, et puis ce livre, je le tiens parce que pour moi, c'est comme c'est un rêve éveillé. Donc, dans ce livre, il y avait tout ce qu'il fallait, parce que c'est un livre qui est assez profond, intime, personnel et introspectif, puisque j'aborde plusieurs thématiques, comme l'éducation parentale, l'éducation scolaire. Je parle également de ma famille, de mes amis, de mes racines, mes origines afro-antillaises qui sont très importantes pour moi. Et donc maintenant, pour en venir au livre. Le livre en lui-même, il parle de quoi? C'est tout simplement l'histoire d'un jeune banlieusard noir qui vient d'avoir 18 ans. Il a à peine 18 ans, il vient de les avoir. Et il en a marre de l'éducation stricte de sa mère. Pourquoi? Parce que lui, il vient d'avoir 18 ans et il pense qu'à 18 ans, on est déjà un homme. Tout de suite, le premier jour de ses 18 ans, on est un homme, on doit sortir quand on veut, rentrer à l'heure qu'on veut. Et donc, lui, il voulait, malgré les conseils de sa mère, il voulait avoir, comment dire, il voulait avoir sa propre expérience de la vie, avoir sa propre opinion sur les choses que sa mère lui disait de ne pas faire. Et puis un jour, il croise le chemin des Black Dragon Junior. Et nonobstant les bons conseils de sa mère, il s'acoquine avec eux. Dès lors, il va basculer dans des aventures qui le marqueront profondément. Et donc, la question que... Alors, je me mets à la place du lecteur. La question que le lecteur pourrait se poser en lisant le livre est la suivante. Le héros va-t-il réussir à devenir un homme comme il le souhaite? Et si oui, à quel prix? Quel est le prix à payer pour devenir un homme? Et donc, c'est vraiment un livre aussi que je qualifierais d'afro-antillais, parce que je vais vous faire un aveu. Comme je vous ai dit, je nourrissais en moi ce rêve de devenir écrivain. Et par contre, je m'étais fait une promesse qui était la suivante. Si un jour j'arrive à avoir une histoire à raconter et derrière à devenir écrivain, il faut que je parle de mes origines afro-antillaises. Parce qu'il faut savoir que j'ai passé le clair de mon enfance en Guadeloupe et en Martinique, étant donné que je suis né d'une mère guadeloupéenne et d'un père martiniquais. Il était vraiment important pour moi de mettre en avant mon pays
Et donc, voilà, ce livre, c'est également une ode à mon pays. Et donc, je peux, par exemple, vous citer un passage du livre, parce que deux chapitres du livre se passent en Guadeloupe, sont consacrés à la Guadeloupe. Et donc, là-dedans, j'ai pu y mettre tous mes souvenirs d'enfance, euh, tout ce qui a bercé mon enfance, comme la musique créole, les plats de ma grand-mère. En fait, toutes ces choses étaient dans ma tête et j'avais vraiment envie d'en parler. Donc, je vais vous lire un passage du livre. Et le titre de ce chapitre s'appelle Bleu Outre-mer. Et il s'appelle Bleu Outre-mer pourquoi? Alors, Bleu Outre-mer, il ne faut pas le voir dans le sens littéraire du terme. En fait, c'est un jeu de mots, une métaphore que j'ai trouvé pour exprimer les bleus à l'âme que j'avais et que j'ai toujours d'ailleurs, lorsque l'endroit d'où je viens me manque et que j'ai envie d'y retourner. Et ce sont comme des blessures qui s'ouvrent, des hématomes. Et voilà, c'est une plaie ouverte et pour moi, ça représente des blessures et j'ai appelé ça, c'est un jeu de mots, et j'ai appelé ça bleu outre-mer. Et donc, dans ce passage, je parle du marché de Pointe-à-Pitre, le marché de la Darse, avec les marchandes, les fruits, les vendeuses, les légumes, etc., les touristes, l'ambiance, l'odeur. Et avant d'écrire ce chapitre, je m'étais mis à la place de quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en Guadeloupe et qui a envie d'y aller. Qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais écrire qui donnerait à quelqu'un l'envie de voyager? Parce que ce livre, c'est également une invitation au voyage. Donc, je vous lis ce chapitre. Pointe-à-Pitre. Le marché fort achalandé de la Darse s'étalait jusqu'au bord de mer. Piment rouge et vert, racines du pays, papaye verte, fruits de la passion, corosol, bananes, ananas et gousses de vanille étaient gorgés de soleil tout au long de l'année. Soigneusement disposés sur les étals, ils représentaient l'ensemble des richesses du terroir dans un jeu de couleurs vives à faire pâlir d'envie un arc-en-ciel. 6 heures du matin, l'effervescence. Les marchands venus écouler leur production étaient là, tout habillés de robes en madras, ornées de cercles d'or, scintillant à leurs oreilles, de colliers grains d'or à leur cou et de coiffes en madras. Elles donnaient le là en criant de toute leur force. Élans promeneurs et touristes pour leur proposer fruits et légumes de leur plantation. Les marins pêcheurs venus de Marie-Galante ou des Saintes accostaient à la Darse pour y vendre leur pêche. Aux étals du marché ou parfois directement dans leurs canaux, à plein panier de poissons argentés pour le courbouillon du midi, de poissons perroquets appelés chats en Guadeloupe, de lambis à la chair sucrée pour une bonne fricassée ou de langoustes très appréciées en grillade. Donc voilà, je voulais partager ce petit moment de lecture avec vous. Et puis, qu'est-ce que je pourrais... Alors, est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, personne n'a de questions par rapport à ce que je viens de dire ou est-ce que vous voulez que j'appuie sur certaines choses que j'ai dites ou... Non, pas de questions, donc je continue. Et donc, ce livre, c'est également un hommage au hip-hop des années 90, puisqu'il y a plusieurs clins d'œil à des rappeurs français et américains de l'époque, parce que le hip-hop occupe une place importante dans ma vie. J'ai été bercé par cette musique. Bien sûr, il y a eu également le compas, le zouk, le raga, et donc toutes ces sonorités sont dans le livre. Et en fait, ce livre, pour moi, euh, il se lit et il se regarde, et il s'écoute. Pourquoi?
parce que lorsqu'on lit le livre, déjà on a l'impression de regarder un film, et on a aussi le sentiment, enfin on a aussi l'impression d'entendre une bande originale. Parce que j'ai décidé volontairement d'avoir une écriture cinématographique lors de l'écriture de ce livre, de manière à pouvoir transporter le lecteur dans tous les univers du livre. Et en fait, ce livre, c'est comme un patchwork dans lequel j'ai assemblé plusieurs éléments, tout en gardant l'équilibre de l'histoire, hein, parce qu'il y a quand même une histoire. Et j'ai côtoyé, en fait, il y a pas mal de rappeurs français à l'époque qui ont traîné dans les guêtres des Black Dragon Junior. Et donc, je les cite dans ce livre. Enfin, je vais vous lire un petit passage. Pour ceux qui ont été bercés par le rap des années 90, ils doivent connaître Le Ménage à trois, Les Trois Coups, Diable Rouge, Youssoupha. Il faut dire que Youssoupha, je l'ai connu à l'époque où Diable Rouge, le rappeur Diable Rouge qui venait de Cergy, traînait avec... Alors, il y a une question, excusez-moi. En étant de Sarah Kouaka, en étant engagé, notamment avec les BDJ, quel était ton rapport à la Guadeloupe quant à sa situation politique? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, je venais d'avoir 18 ans. Je n'avais pas encore une vision, enfin un œil affûté sur la situation politique qu'il y avait en Guadeloupe, enfin aux Antilles en général, hein, parce que je ne m'intéresse pas uniquement à la Guadeloupe, mais en fait, j'ai toujours, je me suis toujours dit qu'il serait important qu'un jour je puisse faire quelque chose pour mon pays, enfin pour mes deux îles d'origine, enfin pour les Antilles. Et ça commence par l'écriture. Et je pense qu'en fait, en tant qu'auteur, il est très important de pouvoir être engagé, justement. Donc, Sarah, tu as raison, il faut s'engager, il faut prendre des risques et voilà, pouvoir apporter sa pierre à l'édifice pour faire en sorte que les Antilles puissent rayonner et être au devant de la scène. Mais à l'époque, à 18 ans, on va dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment, on va dire les choses, on ne va pas se mentir, hein, c'était vraiment traîner avec les potes, etc. La conscience politique, en fait, elle est venue bien après, même si il faut savoir que même si les Black Dragons, en fait, ils nous ont transmis certaines valeurs, comme élever sa conscience personnelle et puis affirmer son identité noire. Parce qu'en fait, les Black Dragons, ils avaient un dessin qui était le suivant, c'était de semer dans la tête des générations l'esprit, comment dire, d'indépendance personnelle. Parce qu'en fait, ils voulaient que tous les Black Dragons puissent réussir dans les domaines où les Noirs n'étaient pas assez représentés. Et je pense que les Black Dragons, ils peuvent être fiers du travail, de l'influence qu'ils ont eue sur nous, puisque aujourd'hui, je suis en contact avec d'anciens Black Dragon Junior, et il y en a qui sont devenus politiciens dans leur pays, d'autres sont devenus chefs d'entreprise. Moi-même, je suis auteur, écrivain, artiste, et donc, en quelque sorte, nous sommes les fruits de leur conception. Et donc ça, c'est quelque chose de positif et ils peuvent être très fiers de ça. Mianda, Black Dragons, une influence américaine. Alors, je vais répondre à la question de Mianda. Oui, Black Dragon, c'est une influence américaine parce que je ne sais pas si tu étais là au début, euh,
de ce club de lecture, Mianda, mais je disais que les Black Dragons avaient été fondés par un Haïtien, en fait, qui avait vécu aux États-Unis, parce que le vent était d'origine haïtienne. Et en fait, il avait vécu là-bas et il a trouvé scandaleux qu'en France, des Noirs soient tabassés, soient victimes de racisme sans qu'ils ne puissent agir. Et il avait effectivement remarqué qu'aux États-Unis, les Américains, les Noirs américains, pardon, s'ils se prenaient une gifle, il était hors de question qu'ils tendent l'autre joue. Et si nécessaire, ils fourbissaient leurs armes. Et donc, Yves Legrand, je répète ce que je disais, il s'est inspiré du combat des Black Dragons, des Black Panthers, pardon, qu'il a transposé en France en fondant les Black Dragons. Et donc, lui, il a une influence américaine. Et je crois même qu'il y avait une branche en fait, les Black Dragons sont la branche française des Black Dragons américains. Je crois même que les Black Dragons existaient déjà aux États-Unis. Et que même les Black Dragons des États-Unis se sont inspirés également du combat des Black Panthers. Non, mais c'est pas grave. Mianda qui dit désolé, je n'étais pas là, c'est pas grave, ça ne me dérange pas de répéter. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, je disais que il y avait donc que ce livre aussi, c'est un hommage à la culture hip-hop. Et donc, je vais vous lire un passage qui illustre cet exemple pour vous donner une idée de l'ambiance qu'il y avait à l'époque. Un concert avait été organisé dans le cadre de la fête de la musique avec de nombreux artistes comme Monsieur R et Lioness qui formaient un groupe de rap nommé Les Trois Coups. Leur maxi, Check la devise, connaissait un grand succès. Il y avait d'autres titres phares comme l'article 15 et La Crise. Diable Rouge aussi était du programme. Il n'était pas affilié BDJ, mais était apprécié dans la bande. Lorsqu'il y avait des embrouilles avec des bandes rivales, il n'hésitait pas à venir filer un coup de main. Il était souvent accompagné d'un jeune apprenti, originaire du même quartier que Michael, à Sartrouville, et qui deviendra, des années plus tard, le rappeur Youssoupha. Le groupe Céléo démarrait une belle carrière avec le titre Je lance l'idée. La Clica assurait le show avec Raphaël, Roca et Daddy Lortzi, le petit frère de Joe Dalton. Le hip-hop français amorçait son apogée. Donc voilà, ça c'est... il me tenait également à cœur de rendre hommage voilà, à la musique qui a bercé ma jeunesse. Et donc voilà, c'est un petit clin d'œil aux rappeurs qu'il y avait à l'époque. Alors, il faut savoir que également, les Black Dragons Junior, par le vandalisme, parce qu'il faut dire que malgré l'influence positive que les Black Dragons avaient sur nous, il nous arrivait parfois d'avoir recours au vandalisme, mais c'était une manière pour nous d'exprimer notre rejet du système. Et justement, pour en revenir à la musique, il n'y avait pas que la violence, parce qu'il y avait beaucoup de Black Dragon Junior qui étaient artistes, et certains exprimaient ce rejet, cette haine de la société, tout simplement parce que la société nous haïssait également et qu'il n'y avait rien. On ne faisait même pas partie de la scène politique, économique, sociale. On était vraiment rejetés. Et donc, certains Black Dragons, ils exprimaient cette rage à travers les textes, à travers leurs textes de rap. Et puis, par rapport à... Il n'y a pas de question. Par rapport au rapport, pour parler du rapport que j'ai avec la lecture, pardon. Il faut dire que les premiers livres que j'ai lus sur les activistes noirs,
ce sont les Black Dragons qui, je vais dire, m'ont mis le pied à l'étrier. Parce qu'il faut savoir que les Black Dragons, ils voulaient que nous soyons cultivés, que nous sachions, que nous connaissions notre histoire, que nous sachions d'où nous venions, pardon, et qu'on sache également où l'on va. Et ils avaient toujours, un jour, il y avait l'un d'eux qui avait un livre dans la poche arrière de son jean, et ça m'a interpellé. Et je lui ai demandé ce qu'il disait, et puis il m'a montré le livre, et c'était Peau noire, pardon, Masque blanc de Frantz Fanon. Alors, il me l'a prêté, il m'a dit, tiens, je te le prête. Et depuis, je me suis intéressé à tous ces activistes, ces pionniers, on va dire, qui ont essayé d'œuvrer pour redonner aux Noirs la place qu'elles méritent dans l'histoire. Et donc, j'ai approfondi. Et de là, je me suis mis à lire euh, Les damnés de la Terre de Frantz Fanon. Et ce livre, c'est un livre, franchement, qui est sur ma table de chevet parce que c'est l'un de mes livres préférés. Et c'est également ce livre qui m'a donné envie d'écrire parce que Frantz Fanon, il m'a transmis tellement d'émotions et je trouvais ça vraiment puissant que j'ai voulu également, à travers mes livres, transmettre de l'émotion. Et donc c'est pour ça que Black Dragon Junior, euh, j'ai un mot d'ordre qui est le suivant lorsque j'écris, c'est divertir et instruire. Je veux que le lecteur il apprenne, qu'il sorte avec quelque chose de nouveau dans la tête, qui est quelque chose qui l'amène vers la réflexion et qui se fasse son opinion sur ce que j'ai dit et que ça puisse l'aider sur certaines choses dans sa vie en fait. Et donc voilà, et ça, c'est quelque chose que j'ai hérité des Black Dragons. C'est le goût de la lecture qui ensuite euh, m'a donné envie de me lancer dans l'écriture. Même si j'ai mis du temps à le faire, puisqu'il faut savoir que j'ai commencé à écrire, j'avais 34 ans. Enfin, j'écrivais déjà avant, mais vraiment sans ambition réelle. Et voilà, et lorsque j'ai vraiment décidé de devenir écrivain, j'avais déjà 34 ans. Et j'ai entamé l'écriture de Black Dragon Junior parce que voilà, j'avais l'histoire, je savais que j'avais l'histoire qui, euh, qui allait m'accrocher et qui allait accrocher les gens. Et donc, j'ai commencé à l'écrire en fin d'année 2011 et j'ai achevé l'écriture à l'été 2013. Et ensuite, j'ai envoyé le manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Et Présence africaine fut le premier éditeur qui a proposé de m'éditer, en fait, d'éditer mon manuscrit et de me donner ma chance. Et voilà, ça, ce jour-là, ce fut l'un des plus beaux jours de ma vie. Alors, est-ce qu'il y a entre Nyanda, entre culture populaire, combat identitaire et politique de ce que je comprends? Si c'est ce que tu comprends du livre, si j'ai bien compris la question, si c'est sur le livre, oui. Parce que comme je disais, le point d'ancrage du livre, c'est le combat des Black Dragons. S'il n'y avait pas eu les Black Dragons, il n'y aurait pas eu les Black Dragons Junior. Et s'il n'y avait pas eu les Black Dragons Junior, je ne serais pas devenu écrivain. Et si je suis devenu écrivain, c'est tout simplement parce que j'ai tiré quelque chose de positif de cette aventure avec les Black Dragons Junior. Ça a commencé en 1995. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à me nourrir de tous les ouvrages qui parlaient de l'identité noire, hein, tout simplement. Et puis, il n'y a pas que Frantz Fanon. Je pourrais citer
d'autres auteurs afro-américains. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un auteur qui m'a fortement influencé et qui a influencé mon écriture également, c'est Iceberg Slim. Iceberg Slim, c'était qui? En fait, c'était un ancien proxénète. Et donc, voilà, il était dans le proxénétisme avec tout ce qui va avec. Et puis un jour, il est tombé, il est en prison. Et puis en prison, il s'est mis à, en sortant de prison, il a voulu changer, donner un autre sens à sa vie. Et il a décidé d'écrire ses mémoires de proxénète. Et donc ce premier livre a été un succès et il en a écrit deux ou trois autres livres. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il m'a influencé parce qu'en fait, il arrive à écrire, c'est comme un poète urbain en fait. Il arrive à écrire, à dépeindre une réalité qu'il a vécue. C'est son vécu en fait. Et il le fait avec une puissance, son style d'écriture dégage une puissance et on a vraiment l'impression, on est transporté et voilà, on sort bouleversé lorsqu'on a lu un livre d'Iceberg Slim. Et puis il y a également James Baldwin que j'apprécie beaucoup. Et donc ce fut un grand intellectuel américain. Il a passé une partie de sa vie en France. Je crois même qu'il est mort en France. Et voilà, j'aime la plume de cet écrivain. J'aime énormément et c'est également quelqu'un qui a influencé ma plume. Et pour ceux qui veulent, qui s'intéressent à l'écriture, voilà, il faut savoir que à force de lire, eh bien, finalement, on trouve plus ou moins des auteurs avec qui on approche et avec qui on a quelques similitudes et ça peut influencer l'écriture. Beyond divertir et instruire, oui, divertir et instruire. Et donc ce livre, c'est Black Dragon Junior, c'est également un livre d'action. Et puis une chose que je n'ai pas précisée, pour ceux qui l'ont déjà lu et ceux qui auront l'occasion de lire ce roman, ils remarqueront que la fin elle est ouverte. Pourquoi? Parce que, déjà, d'une part, parce que j'ai beaucoup de choses à raconter sur mon parcours avec les Black Dragon Junior, d'une part. Et d'autre part, en fait, le principe de ce livre, pour, pour faire la liaison avec ce que dit Manda, divertir et instruire, le principe de ce livre, en fait, c'est de... Alors, donc, il est en trois volumes. Ça, c'est le premier volume. Le deuxième volume est en cours d'écriture. Et en fait, le principe, c'est de, tout en respectant l'esprit du livre, l'esprit des Black Dragon Junior, le principe, c'est de pouvoir raconter les trois histoires dans des univers différents. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Le deuxième livre, euh, il sera beaucoup plus sombre, beaucoup plus engagé et beaucoup plus politique. Pardon. Pourquoi? Parce que je viens de vous citer les auteurs qui m'ont influencé pour l'écriture, qui m'ont donné en tout cas le courage de me lancer, l'envie de me lancer aussi. Mais j'ai également eu des personnages historiques qui ont fortement influencé euh, ma vision sur la vie. Et je pense qu'en tant qu'auteur, il est important d'avoir un rôle à jouer et délivrer des messages. Et donc, ce deuxième livre, la suite de Black Dragon Junior, il rend hommage à quelqu'un qui m'a fortement influencé. C'est Monsieur Patrice Lumumba. Il n'est pas présenté, je pense. Alors, je le fais quand même. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le père de l'indépendance
du Congo, l'un des pères, on va dire. Il n'était pas seul, mais c'est l'une des figures emblématiques de l'indépendance du Congo belge, je précise. Et le combat qu'il a mené contre le colonialisme et l'impérialisme, au péril de sa vie, hélas, moi je trouve ça euh, vraiment fort comme message. C'est comme un sacrifice. Et je ne voulais pas que, enfin, à mon petit niveau, hein, en toute modestie, je ne voulais pas que ce sacrifice soit vain. Et j'ai pensé que je pouvais, tout en respectant la suite du premier tome, qu'il était possible de rendre un hommage à Patrice Lumumba dans mon deuxième manuscrit. Et donc, ce soir, c'est un club de lecture, donc je vais vous faire une petite lecture parce que je ne vais pas faire que parler. D'ailleurs, ce soir. Et donc, ce soir, en exclusivité, si le temps me le permet, je vous lis un extrait de mon deuxième manuscrit, qui est la suite de Black Dragon Junior, et qui, au passage, rend hommage à Patrice Lumumba. La Jeep franchit le cordon de militaires avant de pénétrer le pont de 47 mètres de long et fila droit devant elle comme une flèche. Frédéric éprouvait un mélange de triomphe et de frustration. Nous sommes passés, mais ce salaud d'officier, je lui aurais bien fait la peau, se disait-il en donnant un grand coup au lever de vitesse pour passer la 5e. Gaspard et Clarence demeurèrent silencieux, regardant la paisible jungle, la rivière Kassai, couleur de bronze bordée de chaque côté d'une forêt vierge tropicale. Frédéric regardait en l'air. À travers les feuilles des hauts arbustes, on pouvait distinguer des oiseaux qui gazouillaient leur joie de vivre. Sur la rive droite, un crocodile profitait pleinement d'un bain de soleil sur le sol couvert de vases. Il glissa ensuite un coup d'œil sous un vieil arbre courbé en deux. Il y avait là un paon avec ses superbes couleurs qui dressait son cou en criaillant très fort pour la parade nuptiale. Et la femelle lui répondait par des battements d'ailes, créant un tourbillon de poussière rouge qui les ceinturait pour sceller leur union. Il redressa la tête sur la route. À une trentaine de mètres sur leur gauche, une baleinière surchargée disparaissait vers la ligne d'horizon. Le soleil tropical était déjà haut. L'eau luisait sous les raies de lumière qui lui tombaient dessus, déployant des reflets éclatants de couleur jaune d'or et écarlate. Après un voyage d'une heure, ils atteignirent Léopoldville. La Jeep poursuivit son chemin dans les rues couvertes d'immondices. Elle prit à droite en direction du boulevard du 30 juin. Soudain, le building de 9 étages se dressait droit devant. Celui-ci avait un style modernisme tropical, véritable outil de la propagande coloniale. Frédéric se gara en face et traversa la chaussée. Léopoldville était en pleine effervescence. Les rues ressemblaient à un parcours de marathon. Des Noirs saccageaient des commerces, tandis que des Blancs couraient demander protection aux troupes onusiennes. Les Belges, non pas tous les Blancs, étaient la cible d'un sentiment d'animosité. Les Congolais faisaient une distinction très nette et appelaient les Belges les Flamands. Des soldats de l'armée congolaise chassaient les pilleurs en menaçant de faire usage de leurs armes. La nouvelle de la capture de Lumumba s'était répandue comme une traînée de poudre. La ville était à feu et à sang. Donc ça, c'est également quelque chose que je voulais partager avec vous, un extrait de la suite de Black Dragon Junior, qui bien sûr est toujours à l'étape de manuscrit puisqu'il est en cours d'écriture. Et donc j'espère qu'il aura la chance d'être publié. Alors Sarah, peut-on dire que la partie la plus importante de ton éducation s'est faite dans la rue?
Alors, je vais répondre à cette question. Et alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure là, euh, le héros, il a envie de devenir un homme. Alors, comme je disais, bien sûr, il a les conseils de sa mère qui lui donne euh, des leçons de vie, en fait. Il faut aller à l'école pour avoir un bon travail, il faut avoir des diplômes, etc. Mais lui, il est persuadé que l'école de la rue lui permettra de parvenir plus vite à ses fins et d'avoir la vie sociale dont il rêve. Et donc, je pense qu'il est vraiment... alors, par rapport à cette expérience-là, je pense qu'il est bien de pouvoir sortir du manuel scolaire et faire avoir une expérience sur le terrain. Parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et je vais vous donner un exemple tout bête. Hein. Lorsque, par exemple, vous faites un mémoire pour un master, par exemple, selon la problématique que vous devez développer, que vous devez développer, il y a une partie théorique. Donc là, vous vous appuyez sur la revue de littérature avec les recherches qui ont été faites par les scientifiques sur la problématique que vous essayez de résoudre. Mais à côté de ça, derrière, il y aura toujours une étude empirique, une étude de terrain qui vous permettra de confronter euh, la réalité du terrain avec la théorie. Et donc, grâce à ça, vous pourrez vous faire une opinion et avoir une conclusion sur votre problématique. Et donc, pour moi, la vie, c'est exactement ça. Il est important d'aller à l'école. Enfin, je le dis pour moi. Hein. C'est quelque chose, c'est mon vécu, c'est ce que moi j'ai tiré de mon expérience. Et donc, pour moi, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses d'avoir euh, ces deux, euh, ces deux visions, ces deux expériences, on va dire, pour pouvoir avancer dans la vie. L'expérience à l'école, c'est important d'aller à l'école, mais il faut également sortir des manuels scolaires pour avoir une expérience de la vie sur le terrain. Et voilà, et ensuite consolider les deux et prendre tout ce qu'il y a de positif pour pouvoir arriver là où on veut dans la vie. Élever, élever sa conscience. Voilà, c'est ça. Peut-on écrire au sujet de l'histoire d'un pays sans y avoir vécu ou voyagé de Nyanda? Et Nyanda qui me demande également, enfin qui m'a demandé auparavant, avez-vous voyagé au Congo? Oui, c'est possible. Euh, alors, puisque ben, déjà, là, je vous donne trop d'informations. Le deuxième, parce que en fait, la suite de Black Dragon Junior, elle est bien avancée et j'en suis à la moitié du manuscrit. Et en fait, pour vous dire la vérité, il n'y a pas que, enfin, pour vous faire des confidences, j'en fais beaucoup, il n'y a pas que le Congo. L'histoire, elle se déroulera au Congo belge, qui est le Congo Kinshasa. Et il y aura une partie de l'histoire qui se déroulera à Miami et en Haïti. À Miami, j'y ai déjà été. C'est là-bas que je me suis marié. Et par contre, Haïti, je n'y ai jamais été. J'aimerais bien y aller. Je suis fasciné par l'histoire d'Haïti, qui est la première république indépendante noire. Et voilà, je suis attiré par ses mystères, la magie, enfin, par son histoire en général. Et donc, j'ai voulu écrire sur Haïti. Et le Congo, je n'y ai jamais été non plus. Mais par contre, c'est possible de parler d'un endroit où on n'a jamais été, dans la mesure où, en fait, un auteur
Et surtout maintenant, dans l'époque où on vit avec le numérique, le digital, il est très facile de pouvoir se documenter. Et donc, moi, je me documente beaucoup en faisant des recherches sur Internet. Pour, et puis également, j'ai côtoyé pas mal, j'avais pas mal d'amis qui étaient en congolais, donc j'ai baigné dans cette culture lorsque j'étais beaucoup plus jeune. J'avais des amis qui étaient congolais, j'avais des amis qui étaient haïtiens, j'avais des amis qui étaient capverdiens, et donc j'ai un peu baigné dans cette culture. Et lorsque mon ami congolais il venait à la maison, je lui faisais écouter du zouk. C'était vraiment interculturel, les Black Dragon Junior. Et lorsque moi j'allais chez mon ami congolais, il me faisait écouter du soukous. Et donc, je mangeais aussi les plats que faisait sa mère. Il venait à la maison, il mangeait les plats que faisait ma mère. On échangeait vraiment nos cultures. Donc, oui, c'est possible d'écrire. Ils me parlaient tous de leur pays. Et donc, voilà, j'ai ces souvenirs-là que j'essaie de mettre sur papier. Et puis, il y a également la documentation littéraire. Et donc, bah, je peux comme étant donné que je suis en train d'écrire mon manuscrit, il y a ce livre qui parle de l'assassinat de Lumumba. Et donc, il est très intéressant. Il y a pas mal d'informations qui m'aident à avancer sur l'écriture de mon manuscrit. Et puis, il y a également ce livre de Thomas Kenza. Je ne sais pas si vous voyez bien, et qui s'intitule L'ascension et chute de Patrice Lumumba aux éditions Présence africaine. Je n'ai pas fait exprès. Et voilà, donc ça c'est un très très bon livre qui m'aide à me documenter et à pouvoir nourrir mon histoire, même si je n'ai jamais mis les pieds au Congo. Voilà, c'est possible. D'où vient la théorie de la pratique, je crois. Je n'ai pas compris la question. D'où vient la théorie, Yanda? Je n'ai pas très bien compris cette question. Si ça a un rapport avec l'écriture, oui, on arrive avec la pratique, on s'améliore et on devient meilleur. Donc voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et à force d'écrire, j'ai pu m'améliorer et voilà, à pouvoir être publié. Et bien sûr, c'est aussi grâce à mon amour pour l'écriture, la lecture, la littérature en général. Je crois qu'il va falloir conclure. Je regarde si je peux répondre à une dernière question. Beau travail de recherche de la part de Call Me 1PM. Merci, Call Me 1PM. Ça fait plaisir. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de vous présenter la suite des aventures des Black Dragon Junior. Donc, voilà, je suis sur le pont. Je travaille dur pour pouvoir vous livrer ce nouvel ouvrage très bientôt. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. Et voilà, merci à Présence africaine pour avoir organisé cette table ronde. C'est quelque chose de très important en cette période de confinement. Et puis, j'ai une pensée pour quelqu'un qui a compté dans ma vie d'auteur. C'est Monsieur Alain Ancelin, qui était directeur de collection chez Présence africaine. C'est grâce à lui que j'ai pu... il a joué une part importante pour l'édition de mon manuscrit. Et voilà, s'il n'avait pas cru en moi, il n'y aurait pas eu Black Dragon Junior et je n'aurais pas eu cette opportunité de vous parler du livre ce soir. Donc aujourd'hui, j'ai une pensée émue pour Alain Ancelin et je lui dédie ce live. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, de votre famille et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Bye bye.